Bruce était vraiment en avance sur son temps. Alors il m'a appelé et m'a dit « Tu sais, je veux faire un film avec une scène de combat dont tout le monde se souviendra. Le retour du dragon. » Il m'a demandé « Veux-tu venir? » C'était le nom le plus féroce des arts martiaux. Celui qui pouvait arrêter un homme en pleine attaque d'un seul mouvement. Mais derrière la présence légendaire de Bruce Lee à l'écran se cachait une vérité bouleversante. Il donnait des coups de sien de pied dans les roues et, vous savez, il leur sautait au visage. Il disait « Wow, c'est grâce à Bruce Lee et Chuck Norris que j'ai découvert les arts martiaux. » Beaucoup d'acteurs refusaient de travailler avec lui et refusaient de dire pourquoi. Pendant des décennies, Chuck Norris me semble, c'est resté discret, suivant l'exemple de ses confrères experts en arts martiaux. Mais aujourd'hui, à 85 ans, il brisait enfin le silence sur les raisons pour lesquelles de nombreux acteurs ont refusé de travailler avec Bruce Lee. Bruce était un individu d'une rare générosité. L'entraînement physique était sa vie. Et pourquoi la peur? Et non la célébrité. Éloignait les gens du Dragon. Rencontre avec une légende. C'était l'été 1966, dans les cercles animés mais insulaires des arts martiaux d'élite de Los Angeles, lorsque Chuck Norris et Bruce Lee se sont croisés pour la toute première fois. À première vue, ils ne pouvaient pas paraître plus différents. Norris, un champion de karaté à la voix douce mais redoutable, avait déjà remporté de nombreux titres, dont celui de champion professionnel de karaté poids moyenne, titre qu'il conserverait pendant 6 années consécutives. Lee, quant à lui, naviguait encore dans les premiers jours de sa percée hollywoodienne, incarnant Kato dans le film Le Frelon vert, tout en suscitant discrètement une tempête qui allait redéfinir la perception mondiale des arts martiaux. Leur rencontre n'était pas une confrontation médiatisée ou orchestrée pour le spectacle. Elle était bien plus subtile, une convergence organique entre deux esprits destinés à remodeler le monde des arts martiaux. Ils se sont rencontrés grâce à des connaissances communes dans le milieu des arts martiaux, attirés l'un vers l'autre non par la compétition, mais par une curiosité insatiable et une soif de progrès. Plutôt que de tester leur force en public, les deux légendes ont choisi l'intimité, derrière des portes closes, dans des dojos silencieux, ou même dans le calme de leur domicile. Ils s'entraînaient ensemble, souvent pendant des heures. Passe de caméra, passe de public, juste de la sueur, du silence et une passion partagée. Leurs séances étaient plus que de simples combats. C'étaient des symposiums de technique et de philosophie. Norris, ancré dans l'univers structuré du Tang Soo Do et du karaté américain, apportait un arsenal de techniques de coups de pied hauts, précises, puissantes et rarement vues dans les systèmes traditionnels chinois. Ses coups de pied latéraux étaient dévastateurs, ses coups de pied circulaires précis et économiques. Ces techniques fascinaient Lee, qui avait toujours cru en l'importance d'adapter et d'assimiler les aspects utiles de tout système. En échange, Lee exposait Norris à un tourbillon de mouvements fluides et imprévisibles, son Jeet Kune Do étant encore embryonnaire, mais déjà puissant. Sa philosophie était révolutionnaire. Intercepter les attaques plutôt que d'attendre pour les bloquer. Emprunte à la voie la plus directe. Frapper non seulement avec les mains, mais aussi avec l'intellect. La vitesse de Lee était surnaturelle, son jeu de jambes imprévisible, et sa capacité à prédire le prochain mouvement de son adversaire frissait la clairvoyance. Mais plus que l'échange physique, c'était l'échange mental qui définissait leur lien. Ils passaient des heures à discuter des limites des styles rigides, de la philosophie du combat et de la psychologie du combattant. Norris était frappé par l'accent mis par Lee sur l'informe, sur l'idée qu'un véritable artiste martial doit s'adapter comme l'eau, épouser la forme de chaque défi, surmontant la résistance plutôt que de l'affronter de front. Mais les techniques d'arts martiaux n'étaient pas le seul sujet abordé par ces deux légendes à huis clos. À l'époque, Bruce Lee avait déjà remarqué qu'Hollywood cherchait à le mettre à l'écart. De nombreux acteurs ne répondaient pas à ses invitations au casting, tandis que d'autres refusaient catégoriquement de travailler avec lui. Les dirigeants d'Hollywood insistaient pour lui confier des rôles qui le maintenaient en cage. Il perdait espoir de faire plus, de devenir meilleur. Mais en Chuck Norris, Bruce Lee a trouvé un ami fidèle, quelqu'un vers qui se tourner en cas de besoin. À l'écran comme en dehors, ce qui est ressorti de leur collaboration n'était pas une rivalité, mais une alchimie. Ils avaient déclenché une flamme l'un chez l'autre. Et même s'ils allaient devenir des icônes à des titres très différents, leur rencontre en 1966 fut une détonation silencieuse, qui modifia à jamais l'avenir des arts martiaux en Occident. Ainsi,
Lorsque Bruce Lee décida de se lancer à corps perdu dans un film qu'il réaliserait et dans lequel il jouerait, il n'avait aucun doute quant à la personne qu'il souhaitait choisir pour incarner son antagoniste. Ainsi naquit La Voix du Dragon. Et le monde assista à un événement qui allait bouleverser la définition même des combats d'art. C'est un combat d'arts martiaux. Le choc au Colisée, plus qu'un simple combat. En 1972, la relation entre Bruce Lee et Chuck Norris avait évolué, passant de partenaires d'entraînement amicaux à une relation bien plus profonde, celle de collaborateurs artistiques sur le point d'inscrire leur nom dans l'histoire du cinéma. Cette évolution culmina avec La Voix du Dragon, le premier film de Bruce Lee en tant que réalisateur, où il prit une décision créative audacieuse. Il choisirait Chuck Norris, alors sextuple champion du monde de karaté, pour incarner son adversaire ultime à l'écran. Le décor? Le légendaire Colisée de Rome, un lieu aussi dramatique et chargé d'histoire que l'affrontement lui-même. Mais c'est ici que réalité et légende se confondent. La séquence du Colisée n'était pas autorisée. Il n'avait ni autorisation de tournage, ni filet de sécurité, ni droit à l'erreur. Pour donner vie à cette vision, Lee et son équipe ont secrètement soudoyé des gardes locaux afin qu'ils leur accordent 1 heure, soit 60 précieuses minutes, pour tourner ce qui allait devenir la scène de combat d'arts martiaux la plus emblématique jamais filmée. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Et pourtant, dans cette fenêtre d'opportunité volée, quelque chose d'intemporel a été créé. Pas de doublure, pas de poudre aux yeux. Ce que vous voyez à l'écran est exactement ce qui s'est passé. 2 maîtres de leur art, testant non seulement leurs limites physiques, mais aussi leur talent de narrateur. De longues prises de vue ininterrompues ont démontré leur talent en temps réel. La vitesse fulgurante de Lee contre la puissance brute et ancrée de Norris. Le rythme était lyrique, une danse de souffle, de sueur et de violence maîtrisée. Et le silence de l'ancien amphithéâtre ne faisait qu'amplifier chaque coup, chaque chute, chaque regard. Mais au-delà de l'aspect physique, la chorégraphie possédait une force narrative rarement vue dans les films d'action. Il ne s'agissait pas d'un simple combat, mais d'une confrontation philosophique. Le personnage de Lee incarnait la fluidité, l'adaptabilité et la philosophie orientale. Le culte de Norris incarnait la rigidité, la tradition et la force brute. Au fil du duel, Lee démantela progressivement la forme de Norris, non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement, démontrant le triomphe de la souplesse sur la force, de l'expression personnelle sur la répétition mécanique. Mais contrairement à de nombreux acteurs qui avaient eu la chance de partager un plateau avec Bruce Lee et qui étaient repartis fous de rage après avoir été humiliés, Chuck Norris perdit le combat le sourire aux lèvres. Ce qui fait la pérennité de La Voix du duel du dragon, ce n'est pas seulement sa virtuosité technique, mais son âme. Loin d'être un spectacle tape à l'œil, c'était une méditation épurée sur le combat, filmée dans une arène vieille de 201, conçue pour les sports sanglants, qui résonne aujourd'hui d'un affrontement différent, transcendant la violence et se rapprochant de l'art. Pour Bruce Lee, c'était plus qu'un combat final au cinéma. C'était une déclaration, un chef-d'œuvre, une occasion de fusionner philosophie et combat, cinéma et combat, héritage et légende. Era Chuck Norris. Il a trouvé le contrepoids idéal, non pas un méchant, mais un rival de taille. Un homme qui, comme le Colisée lui-même, pouvait se tenir debout face à la grandeur, même dans la défaite. La confession franche d'une légende. Il est rare qu'un combattant du calibre de Chuck Norris fasse un tel aveu. 6 fois champion du monde de karaté invaincu, membre du temple de la renommée des arts martiaux et icône hollywoodienne. Norris a passé des décennies au sommet de la discipline physique. Mais lorsque le nom de Bruce Lee est évoqué, son ton changeait, moins compétitif, plus respectueux. Si cela avait dû se jouer en vrai combat, avoua un jour Norris d'une voix calme et inébranlable. Bruce m'aurait battu. Cette déclaration a stupéfié les fans du monde entier, non seulement à cause de son auteur, mais aussi parce qu'elle contredisait profondément la bravade habituelle des légendes des arts martiaux. Mais Norris n'exagérait pas. Il parlait d'expérience. Les 2 hommes s'étaient régulièrement entraînés à la fin des années 1960, alors qu'ils étaient tous deux des étoiles montantes des arts martiaux. Au début, leur style s'affrontait comme le jour et la nuit. La formation traditionnelle de Norris en Tang Soo Do et en karaté mettait l'accent sur les coups de pied puissants, le contrôle et la structure. Lee, qui développait encore ce qui allait devenir le Jeet Kune Do, était tout en vitesse et improvisation. Un tourbillon peu orthodoxe de techniques de mains explosives et de réflexes fulgurants. Lors de nos premières séances,
Je pouvais le surpasser en coupe de pied, se souvient Norris. C'était ma spécialité. My Bruce, il n'avait pas besoin de gagner le premier round. Il avait juste besoin de regarder. Bruce Lee était un étudiant au sens propre du terme. Chaque séance de combat était une véritable leçon. Il analysait les schémas de mouvement, identifiait les décalages temporels, puis les démantelait. Non pas par la force brute, mais en utilisant les forces de l'adversaire contre lui. En quelques semaines, l'équilibre des forces commença à changer. Lee commença à intégrer les techniques de Norris à ses combats, mais avec une touche personnelle. Il utilisait les coups de pied circulaires emblématiques de Norris comme pièges. Feintes, voire diversions. Il les repensait, raccourcissait les lancers, les combinait avec des pièges à main, les dissimulait derrière une vitesse fulgurante. Mais ce n'était pas seulement le physique de Bruce Lee qui le rendait imbattable. Selon Norris, c'était de son esprit, vif, stratégique et particulièrement concentré. Bruce ne se battait pas pour marquer des points, a déclaré Norris. Il se battait comme si sa vie en dépendait. Cette mentalité, celle de se vivre, de dominer, de ne jamais hésiter, a donné à Lee un avantage que peu d'adversaires pouvaient égaler. Il ne vous combattait jamais. Il combattait tout ce qui l'empêchait de remporter la victoire. La peur, douleur, ego. Tout s'est dissous lorsque Bruce est entré en mode combat. Et contrairement à beaucoup de combattants, il ne s'appuyait pas sur des routines. Il n'y avait pas de modèle à suivre. Un jour, il était boxeur. Le suivant, un escrimeur. Le suivant, un bagarreur de rue. Il mêlait avec aisance styles et philosophie, le rendant dangereusement imprévisible. Norris décrira plus tard ce combat comme une tentative de s'affronter avec un fantôme qui anticipe 10 coups. Malgré le caractère hypothétique de la question du vainqueur, il n'y a jamais eu de réelle rivalité entre les deux. Au contraire, ils se respectaient profondément. Norris a donné la réplique à Lee dans La Voix du Dragon, un chef-d'œuvre cinématographique qui comprenait l'une des scènes de combat les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Vous avez joué dans l'un des plus grands films de Bruce Lee. Oui, Le Retour du Dragon. Le Retour du Dragon. Et voici une scène de combat célèbre, très célèbre, filmée au Colisée de Rome. Rien que ça. Malgré sa gloire et sa fortune, Bruce Lee n'a jamais pu récolter les fruits de son travail. Aujourd'hui, les amateurs d'arts martiaux et MMA d'arts martiaux donneraient n'importe quoi pour 1 minute sur un ring d'entraînement avec le dragon. Mais à l'époque, les acteurs refusaient systématiquement de travailler avec lui, sapant son influence à Hollywood et le reléguant au rang de doublure stéréotypée. Bruce Lee était une légende en devenir. Et pourtant, beaucoup refusaient de s'associer à lui. Pourquoi? Des décennies après la mort de Lee, Chuck Norris allait enfin répondre une fois pour toutes à cette question brûlante. Pourquoi Hollywood le craignait-il? Malgré le génie cinématographique de Bruce Lee, son charisme à l'écran et son art martial révolutionnaire, un étrange schéma émergea à Hollywood. De nombreux acteurs, même des stars confirmées, refusèrent catégoriquement de travailler avec lui. Poor and profane. Cela aurait pu ressembler à un problème d'emploi du temps, voire à des divergences créatives. Mais ceux qui connaissaient les rouages d'Hollywood murmuraient une vérité plus troublante. Bruce Lee avait une présence qui transcendait la performance. Sur le plateau, il ne se contentait pas de jouer. Il rayonnait de maîtrise. Il ne réclamait pas l'attention. Il la méritait. Son assurance n'était pas celle, artificielle, que Hollywood privilégie souvent, mais la certitude tranquille et mortelle de quelqu'un qui s'était entraîné, avait donné son sang et repoussé ses limites. Il était authentique. Et c'est ce qui les terrifiait. Dans une industrie fondée sur l'illusion, Bruce Lee était d'une authenticité inébranlable. Chaque mouvement, chaque regard, chaque réplique qu'il prononçait provenait d'une expérience profonde et vécue, et non d'une répétition. Il était un guerrier, et pour les acteurs qui avaient fait carrière en prétendant l'être, c'était troublant. Son excellence ne se contentait pas d'éclipser les autres, elle les révélait. Des murmures étouffés s'élevaient derrière des portes closes. Des renvois chuchotés lors de fêtes ou sur les plateaux de tournage. Le stigmatisant trop. J'ai entendu dire que c'était un imposteur, a déclaré Norris. Mais voilà, ces mots venaient des mauvaises personnes. Norris expliqua que ces murmures ne provenaient jamais de personnes ayant pratiqué avec Lee, s'entraînant avec lui ou l'ayant côtoyé en studio ou dans un dojo. Non, ces gens ne murmuraient pas. Ils le respectaient. Même ceux qui ne l'aimaient pas le craignaient. Les sceptiques restaient à l'écart, lançant des pierres à distance, peu disposés à mettre leurs doutes à l'épreuve sur le ring. Bruce Lee représentait quelque chose qui mettait beaucoup de gens mal à l'aise. La vérité sans filtre. Il n'avait pas besoin de doublure.
Il n'avait pas besoin de ralenti pour paraître rapide. Il n'avait pas besoin de câbles pour voler. Suncore. Son esprit et son âme fonctionnaient déjà à un niveau que la plupart ne pouvaient simuler, et encore moins égaler. Et c'est ce qui le rendait dangereux à Hollywood. Non pas parce qu'il était combatif ou arrogant, mais parce qu'il était indéniable. Il a perturbé le système sans le vouloir. Son existence même constituait un défi à la norme. L'authenticité de Lee était sa plus grande menace pour les personnes en proie à l'insécurité, pour ceux qui avaient bâti des empires sur des façades. Il incarnait la réalité, et dans un monde dominé par l'illusion. C'était profondément intimidant. Bruce Lee n'a pas seulement bouleversé Hollywood, il a ébranlé les fondements même des arts martiaux. Alors que beaucoup s'accrochaient à des disciplines ancestrales et à des formes rigides transmises de génération en génération, Lee a courageusement rejeté cette rigidité. Il a décelé des failles dans la tradition, surtout lorsque celle-ci est devenue un dogme. Il a donc créé son propre Jeet Kune Do, la voie du poing intercepteur. Ce n'était pas seulement un style, c'était une philosophie, une rébellion, un modèle d'évolution. Là où d'autres arts martiaux étaient limités par la forme et le cérémonial, le Jeet Kune Do de Lee était fluide, réactif et vivant. Il empruntait des techniques à la boxe, à l'escrime, au judo et même au combat de rue. Si cela fonctionnait, cela restait. Sign-on, aussi ancien ou vénéré soit-il. On le rejetait. Cette approche hérétique a profondément ébranlé le monde des arts martiaux traditionnels. Les puristes furent outrés. Ils le qualifièrent d'irrespectueux, de transgresseur, de renegade. Mais Bruce ne cherchait pas à insulter leur tradition. Il cherchait à les transcender. Chuck Norris, l'un des rares contemporains de Lee, joua un rôle crucial dans ce processus évolutif. Il initia Bruce à des techniques avancées de coups de pied hauts, techniques peu mises en avant dans le style fondateur du Wing Chun de Lee, qui privilégiait le combat rapproché et les coups de pied de bas. Mais Bruce, toujours aussi doué, maîtrisa les techniques en un temps record, les adaptant avec une précision redoutable. Ce fut un tournant. Cela confirma une vérité fondamentale de la philosophie de Lee. La connaissance n'a pas de hiérarchie lorsque la vérité est l'objectif. Peu lui importait l'origine de la technique. Seule l'efficacité, sa capacité à mettre fin à un combat rapidement et efficacement, lui importait. De cette façon, le Jeet Kune Do n'était pas un rejet des arts martiaux. C'était leur évolution. L'approche de Lee prédisait l'essor des arts martiaux mixtes modernes des décennies avant qu'ils ne deviennent un phénomène mondial. Tandis que d'autres se disputaient de la lignée, Bruce construisait un style adapté au monde réel. Adaptable, instinctif, dévastateur. Mais cette philosophie avant-gardiste se heurtait aux gardiens d'Hollywood et des arts martiaux traditionnels. Il ne se contentait pas d'enfreindre leurs règles. Il exposait leurs limites, les critiques qui ne se sont jamais battues. Malgré la vénération qu'il a gagnée en coulisses, Bruce Lee n'était pas étranger à la critique. Une critique forte et mordante qui venait principalement de ceux qui ne l'avaient jamais affronté. Il le considérait comme une star de cinéma. Un technicien tape à l'œil plus préoccupé par le spectacle que par le fond. Certains ont même dit qu'il était un imposteur, quelqu'un qui chorégraphiait ses combats pour paraître impressionnant, mais évitait toute confrontation réelle. Mais l'ironie était douloureuse et révélatrice. Aucun de ses critiques n'a jamais réagi. Personne n'osait s'entraîner. Comme l'a dit un jour Chuck Norris, l'un des pères les plus respectés de Bruce, ceux qui critiquaient Bruce étaient toujours ceux qui ne l'avaient jamais affronté. Les vrais combattants savaient mieux faire. Joe Louis, l'un des champions de karaté full contact les plus redoutés d'Amérique, s'entraîna auprès de Bruce et lui attribua le mérite d'avoir ouvert une nouvelle voie de conscience dans son approche du combat. Louis était déjà un combattant d'élite. Mais avec Bruce, il devint chirurgical. Il commença à comprendre les angles, le rythme et la tromperie. Il ne s'agissait pas seulement de donner des coups de pied ou de poing plus forts. Il s'agissait de chronométrer la respiration de son adversaire, de deviner son prochain mouvement au moindre tressaillement de son épaule. Mike Stone, un autre poids lourd du circuit compétitif, a un jour avoué que la vision des arts martiaux de Bruce avait complètement transformé sa vision du monde. Lee enseignait que le combat ne se limitait pas à un ensemble de règles, ni au karaté, ni à la boxe, ni au style de chacun. Il croyait que s'en tenir à la tradition au détriment de l'évolution signifiait la mort de l'efficacité. C'est ce qui le rendait dangereux. Non seulement sa vitesse, ni sa force, mais aussi son mental. Un mental qui remettait en question les fondements même de l'orthodoxie martiale. Bruce Lee n'a jamais eu besoin de trophée ni de ceinture pour être reconnu. Sa preuve résidait dans ses mouvements, dans sa précision.
dans la façon dont les combattants entraînés se figeaient sous sa présence. Il se déplaçait comme l'eau, mais de l'eau sous pression, de l'eau avec détermination. Qu'il s'agisse d'une ruelle, d'un petit dojo ou d'un plateau de tournage animé. Bruce contrôlait l'instant, chaque instant, à l'écran. Il était électrisant. Aux écrans, il était indéniable. Les critiques s'exprimaient, mais les combattants le savaient. Et si de nombreux acteurs refusaient de travailler avec le dragon, ceux qui connaissaient personnellement Bruce Lee étaient prêts à tout pour partager l'écran avec lui. Alors, quand Lee a proposé à Chuck Norris le rôle de son antagoniste dans son film, Norris n'a pas hésité une seconde. Et la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. L'héritage qu'ils ont bâti ensemble. La voix du dragon n'avait jamais vocation à changer le monde. Du moins pas au départ. Bruce Lee l'avait conçu comme un projet passionné, personnel, taillé pour le public asiatique et tourné avec un budget serré à Rome. Mais le destin en avait décidé autrement. Ce qui n'était au départ qu'un film d'arts martiaux de niche est devenu un phénomène mondial. Et si les chorégraphies de combat éblouissantes et les décors européens exotiques ont captivé le public, c'est quelque chose de plus fondamental qui a retenu l'attention. Un non-dit. C'était l'alchimie électrisante entre deux titans. Le rock chinois, Bruce Lee et Chuck Norris. Sur le papier, ils étaient opposés. Bruce, le philosophe guerrier iconoclaste de Hong Kong, fluide et philosophique dans ses mouvements. Chuck, le champion de karaté américain discipliné, appliquait des frappes précises et mécaniques. Mais lorsqu'ils montèrent sur cette scène romaine antique pour leur duel légendaire au Colisée, ils ne se contentèrent pas de jouer une scène de combat. Ils immortalisèrent un instant. Chacun de leurs mouvements était empreint d'un respect mutuel. Chaque coup était une conversation. Chaque pose était une expression d'admiration plutôt que d'animosité. C'était moins une bataille qu'un ballet. Une démonstration épique que les arts martiaux pouvaient être à la fois brutaux et magnifiques. In coulisses, leur lien était plus profond que ne le permettait l'écran. Lorsque Bruce Lee a choisi Chuck Norris, il savait qu'il ne refuserait pas de travailler avec lui. Contrairement à tant d'autres acteurs hollywoodiens, Norris comprenait la puissance, l'innovation et la force de Lee, et s'est comporté en conséquence. Il apportait avec lui des décennies d'expérience en compétition, un état d'esprit de champion et une soif d'apprendre de la vision cinématographique de Lee. Leur amitié, bâtie sur la sueur, le combat et une philosophie commune, était l'une des rares à Hollywood à ne pas être influencée par l'ego. Ensemble, ils n'ont pas seulement chorégraphié un combat, ils ont chorégraphié un mouvement. La Voix du Dragon n'était pas seulement un film, c'était une porte d'entrée. Il a propulsé les arts martiaux des dojos mal éclairés et des cinémas de niche vers la lumière aveuglante du cinéma mondial. Bruce Lee a ouvert cette porte avec son charisme brut et ses idées révolutionnaires. Chuck Norris a contribué à maintenir cette discipline en activité, la propageant en Occident et inspirant des générations par sa puissance stoïque et son dynamisme inébranlable. Leur héritage ne se mesure pas en vente de billets ou en trophées, mais en chaque jeune qui a noué une ceinture noire autour de sa taille après avoir vu ce film. On le retrouve dans tous les films d'action modernes qui osent en rendre les combats poétiques plutôt que chaotiques. Et cela se ressent dans le respect silencieux que chaque artiste martial éprouve pour ce moment. Lorsque deux légendes se rencontrent non pas comme des ennemis, mais comme des égaux. Le dernier mot de Chuck sur Bruce Lee, après des décennies de silence mesuré, a laissé le monde parler en murmures et en spéculations. Maintenant, à 85 ans, Chuck Norris brise le silence sur les raisons pour lesquelles les acteurs ont refusé de travailler avec Bruce Lee et ce qu'il a dit n'a pas seulement résonné dans les cercles des arts martiaux. Cela a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, à travers l'histoire et dans le cœur de chaque personne qui s'est déjà demandé ce que c'était que de se tenir aux côtés d'une légende. Ce n'était pas une simple phrase facile. Ce n'était pas un coup de projecteur. C'était une vérité qui brûlait sous la surface depuis des années. Une vérité trop lourde pour être exprimée jusqu'à présent. Les acteurs ne refusaient pas de travailler avec Bruce Lee parce qu'il était difficile. Ils ne l'évitaient pas par ego ou par arrogance. La vérité était bien plus touchante et bien plus impressionnante. Ils refusèrent, faute de pouvoir suivre. La simple présence de Bruce Lee sur un plateau ne se contentait pas d'attirer l'attention. Elle brisait les illusions. Son talent, sa discipline, son intensité. Ce n'était pas performatif, c'était réel. Tangible, intimidant. Se tenir à côté de Bruce Lee, c'était comme se tenir à côté d'une flamme. Magnifique, fascinant, mais dangereux si vous n'avez pas été forgé dans le même feu. Il a révélé la fragilité de la façade,
Le genre de vérité qui fait trembler les hommes, non pas par peur, mais parce qu'ils réalisent qu'ils se tiennent à côté de quelque chose de transcendant. Il ne pratiquait pas seulement les arts martiaux, a déclaré Chuck. C'était un artiste martial. Il ne jouait pas, il vivait. Respirez. Et quand vous avez vu ça en personne, vous avez soit saisi l'occasion, soit vous avez fui. Chuck Norris ne parle pas avec parle pas avec envie. Il ne parle pas avec regret. Il parle comme l'un des rares à avoir affronté Bruce Lee et à avoir survécu pour emporter le souvenir. Avec révérence. Avec clarté. Avec une pointe d'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'aussi talentueux que sa simple présence et changé votre perception de vous-même? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt pour la prochaine.